Bonjour et bienvenue à tous pour un nouveau rendez-vous du Lab, la fabrique du consultant indépendant, qui est un réseau de freelance et de portée qui réfléchissent sur un certain nombre de sujets ayant trait à leur activité. On a choisi de parler de retraite ce matin lorsqu'on est indépendant et d'aborder cette question qui évidemment préoccupe beaucoup de freelance, beaucoup de portées, beaucoup de professionnels, euh, de comment on l'aborde et comment on la prépare. Et donc l'enjeu, c'est ce matin d'aborder cette question. Alors en un temps limité d'une heure avec des intervenants que je vais présenter dans un instant, mais je voudrais juste vous redire que le Lab, c'est un réseau d'experts qui est ouvert à tous. Vous êtes inscrits très nombreux. On aura l'occasion de vous en parler. Il y a un certain nombre de partenaires qui sont issus du portage salarial, comme Lynx, comme ABC, mais comme aussi FCI Immobilier, et David Rivière va vous expliquer ce que fait notamment FCI Immobilier et le portage salarial comme une solution qui permet aussi d'améliorer sa retraite quand on est aussi en période, je dirais, moins active. On va aborder donc ces questions avec trois experts. Tout d'abord, Jean-Sébastien Maury, puis Stéphane Bricot, et enfin Pierre Lecoeur. Alors, Jean-Sébastien, il est promoteur chez LP Promotion, on le remercie. Bonjour Jean-Sébastien. Alors, le micro. Bonjour, avec le micro, c'est mieux. Merci de votre présence. Stéphane Bricot, qui est assureur. Bonjour Stéphane. Bonjour à toutes et tous. Et Maître Lecoeur, donc notaire à Nanterre, ça rime. Et merci de votre disponibilité à tous les trois, et ainsi que David Rivière, partenaire du Lab, à travers FCI Immobilier, ainsi que autoentrepreneur.fr, que je veux remercier, qui est un nouveau partenaire au Lab et qui s'est associé à notre initiative. Voilà, sans plus tarder, nous allons vous donner la parole successivement. Alors, avant de vous la donner, je veux juste rappeler les conséquences aussi de la retraite sur du statut d'indépendant. C'est pas neutre. Quand on a été salarié toute sa carrière, on a cotisé à travers le régime salarié et les caisses de retraite complémentaires, notamment à travers les employeurs. Et on a parfois des parcours qui ont changé, et qui ont changé parce que vous vous êtes lancé, vous êtes mis à votre compte, vous avez changé d'entreprise, et il y a des ruptures parfois aussi dans la manière de préparer sa retraite. Et donc, vous avez un petit tableau à l'écran, je ne sais pas si vous le voyez bien, qui montre l'impact de ces changements et surtout en matière de rente et de niveau de pension, qui est vraiment le sujet important qu'on va aborder aujourd'hui. C'est comment on se constitue une rente qui va permettre de vivre, d'avoir un train de vie évidemment conforme à ce qu'on souhaite, et surtout qui est le fruit d'une préparation que vous avez faite à travers des dispositifs d'optimisation, et c'est ce qu'on va aborder. Je n'ai pas à l'écran les éléments, Océane. Ensuite, on a un sujet. Alors c'est sur les conséquences, je ne vais pas revenir dessus. Vous voyez les niveaux de pension quand on est travailleur indépendant par rapport à salarié, le gain en cotisation par rapport aux salariés, ça c'est très important, et la perte de pension annuelle nette quand on est indépendant. Donc le régime en matière de retraite, il est très important de le préparer quand on est indépendant, parce qu'il n'est pas équivalent à celui de salarié. Donc ça, c'est important. La slide suivante, c'est pour vous expliquer très rapidement les enjeux et notamment du vieillissement de la population. On estime qu'il y a aujourd'hui 16 millions de retraités et qu'il y a 720 000 retraités par an. C'est un rythme qui nécessite pour les finances publiques, sur la partie basique, je dirais, de la retraite, un effort substantiel. On en parle beaucoup dans le cadre des débats politiques, la retraite, les réformes de la retraite, parce que on a ce sujet-là. Mais on voit bien que la contribution nationale ne va pas suffire. Elle ne va pas suffire à ce que vous voyez comme tendance, et c'est ce vieillissement de la population qui est estimé à
à 36%, on est à 30% et qui va progresser d'année en année. Donc ça veut dire le financement, mais il faut pouvoir l'organiser par ses propres moyens en complément évidemment du régime de base. Voilà pour les quelques chiffres d'introduction. On a ensuite évidemment la conséquence, vous l'avez compris, hein, c'est le nombre de cotisants pour un retraité qui baisse, c'est flagrant sur ce petit visuel, et qu'aujourd'hui l'âge de la retraite, il faut bien le dire, hein, il est à 62, à quasiment 63 ans, et vous l'avez compris, il y a des sujets de rallongement, des options qui sont mises sur la table et qui ne sont pas tranchées aujourd'hui au niveau national, mais qui ont un impact direct naturellement sur le montant, notamment de la pension brute, qui est aujourd'hui à 1 500 € par mois. Voilà pour le petit chapeau introductif. Je vais donc donner la parole à notre premier expert, Jean-Sébastien Maury, promoteur, c'est son métier. Il va nous parler de deux aspects importants pour préparer sa retraite. La partie immobilière, donc résidence principale, et puis un exemple de placement défiscalisation utilisant les dispositifs Pinel et la loi LMNP. Merci Jean-Sébastien, c'est à vous pour 10 à 12 minutes, et puis ensuite on enchaînera, on sera aussi on aura une petite pause avec un questionnaire, un sondage en ligne qui vous sera posé après l'intervention de Stéphane Bricot. Vous pouvez poser vos questions sans attendre sur le chat. Je remercie Manon et Océane qui suivent et qui évidemment retranscriront vos questions à l'issue de l'intervention de David. Bonjour à tous, donc moi je suis Jean-Sébastien Maury, je suis directeur commercial chez LP Promotion. On a deux axes de travail, la partie résidence principale bien évidemment, avec un certain nombre d'acteurs, et la partie investisseur. Aujourd'hui, on va vous parler de la partie investisseur et donc de la gestion de patrimoine au sens large. Alors si on sait que dans la version financière du métier, il y a énormément de choix, dans la version immobilière du métier, eh bien aussi, il y a énormément de choix. Et le défaut de ce produit-là, quand on fait du conseil en gestion de patrimoine, eh bien le défaut de ce produit-là, c'est que tout le monde touche l'immobilier et elle a l'impression de le connaître. Pourquoi? Parce que tout le monde habite quelque part, que ce soit comme un locataire ou que ce soit comme un propriétaire. Et donc forcément, on a le sentiment de connaître et on va se dire que faire de l'immobilier, c'est relativement facile. Si on peut passer au slide suivant. C'est facile, c'est quoi faire de l'immobilier? J'achète un appart, c'est un bien immobilier classique à but locatif, je vais le louer à un particulier, s'il y a un bail d'habitation, salut, au revoir. Oui, c'est vrai, c'est aussi un pendant de l'immobilier, aussi. On pourrait citer, quand vous allez acheter cet appartement, on pourrait citer, est-ce que vous voulez faire un immobilier de rapport? C'est-à-dire que pour vous, ce qui est le plus important, c'est d'acheter pas trop cher avec un loyer qui est très élevé. Ça existe et on peut le trouver dans les grandes villes, on peut le trouver dans des villes secondaires. Vous serez à Perpignan, vous serez à Montauban, vous serez à Toulouse, pas loin d'un quartier populaire type cité. Il faudra penser à intégrer dans ce genre d'investissement des éléments comme la rénovation plus fréquente de l'appartement ou bien la vacance locative ou le non-paiement d'un certain nombre de loyers. On pourrait citer l'immobilier spéculatif, là c'est l'inverse. Le rendement n'est pas si important puisqu'on veut c'est avoir un revenu qui augmente, un patrimoine qui augmente, et là vous achèterez dans des zones particulières comme Annecy, comme La Rochelle, vous achèterez dans le centre de Paris ou à Biarritz. L'immobilier professionnel, pourquoi pas cet appartement, mais au lieu d'acheter l'appartement, vous achetez en bas. En bas, c'est la boulangerie, vous allez louer à une entreprise qui a un bilan, un chiffre d'affaires, un résultat, c'est l'avantage. L'inconvénient, c'est que vous allez louer à une entreprise qui a un bilan, un chiffre d'affaires, un résultat. Et on voit très très vite comment ça peut très bien fonctionner et comment après, ça peut moins bien fonctionner. Donc on est dans le cadre d'un produit de diversification. La SCPI, pour mettre un pied dans l'immobilier, ou encore l'immobilier défiscalisant. L'immobilier défiscalisant, c'est une famille qui est énorme. Est-ce qu'on va travailler sur des produits à réduction d'impôt? La loi Pinel. Est-ce qu'on va travailler sur des produits à déduction? Le statut de loueur meublé non professionnel. Est-ce qu'on va travailler sur le monument historique? Est-ce qu'on va travailler sur le Malraux? Est-ce qu'on va travailler sur le déficit foncier? Et là, on se rend compte qu'en fait, c'est une matière qui est très vaste, qui va toucher une dizaine de produits différents. Et oui, vos clients ont besoin de quelqu'un pour les accompagner parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses. Bon, une fois qu'on s'est dit tout ça, la réalité vraie du terrain, c'est que votre client, il va aller sur le bon coin et il va essayer de se trouver un appart. Et c'est ce qu'on va voir sur le slide d'après.
On va prendre un exemple d'un client qui, lui, cette fois-ci, est consciencieux. Il a été voir son banquier, il sait qu'il a une capacité de financement et il va acheter un appartement pour 245 000 euros et le mettre à location pour 900 euros. Première erreur, l'arrendement, c'est pas 900 x 12 que divise le prix d'appart, parce que ça, éventuellement, si on faisait un paiement cash, ça pourrait aller. Mais ce qui va se passer, c'est qu'on va faire un crédit, il va y avoir un certain nombre d'entrées, un certain nombre de sorties et notre vie va évoluer sur les 10 années à venir. Et donc, il va falloir faire des points stop, regarder ce qui se passe à 1 an, à 10 ans, à 20 ans. C'est ce qu'on regarde sur le slide d'après. Et donc, on va regarder notre appartement, on va y rajouter l'ensemble des frais de notaire, première année, 10e année, 20e année, on va intégrer les loyers, et puis on va avoir un certain nombre de choses à payer. Ne nous trompons pas, tout ce qui est à payer après la ligne du crédit, c'est quelque chose qui est fort, qui est puissant. Trop souvent, on va dire, bon, ben, loyer, moins le crédit, le reste des bricoles, il faut bien le payer de toute façon, mais enfin, le gros de la charge, ça reste le crédit. Oui, mais le crédit avec ou sans assurance? La taxe foncière, les travaux. Est-ce que vous avez entendu parler de la loi climat et résilience qui va vous interdire de mettre à la location un appartement, eh bien, s'il ne respecte pas, enfin, si c'est une passoire thermique, quoi, pour faire simple. Donc, il va falloir, on va vraiment comprendre ce que coûte une rénovation. Et une rénovation, c'est pas juste un coup de peinture. Quand il faut toucher à l'élec, quand il faut toucher à la plomberie, on est très vite à 1000 euros du mètre carré. Donc, en réalité, cet appartement où on aurait pu penser qu'il y a 500 euros d'effort d'épargne, en réalité, il y a eu près de 800 euros d'effort d'épargne pour acheter l'appartement que nous venons de voir. Au bout de 10 ans, un montant d'effort d'épargne pour avoir une rente, enfin, après 20 ans, qui est à 671 euros. Très bien, mais est-ce qu'on a pensé à tout? Non, on n'a pas pensé à tout parce qu'on a oublié un point qui est phénoménal, qui est le cas fiscal. Et oui, parce qu'on va payer de la fiscalité sur ces éléments. Et comment ça fonctionne la fiscalité? Ça fonctionne sur le slide d'après, où on va, comme sur une 2044 classique, rentrer nos loyers et avoir un certain nombre de déductions, comme les intérêts d'emprunt, l'assurance, les charges, la taxe foncière. Eh bien, cet ensemble-là va nous donner un sous-total. Et ce sous-total, il est imposable. Ce sous-total est imposable à la tranche marginale d'imposition, parce que c'est le dernier qui arrive. Hein, donc, on ne va pas prendre le taux moyen, on va prendre vraiment le taux marginal. Et puis, on va penser aux prélèvements sociaux. Ils sont à 17,20%. Et puis on pensera à la taxe foncière, elle est à 8%, à quelque chose près. Donc concrètement, là où vous pouvez penser loyer moins crédit être à 500 euros d'effort d'épargne, cet appartement en première année nécessitera en réalité 900 euros d'effort d'épargne. Cet écart va augmenter dans le temps. Il va augmenter, pourquoi? Parce que les taux d'intérêt sont très bas, et donc comme les taux d'intérêt sont très bas sur un crédit sur 20 ans, on va les consommer très vite. Au bout de 10 ans, on aura consommé 70% des intérêts d'emprunt, et donc la ligne sous-totale va exploser à 423 euros, et donc le niveau d'imposition également, et donc au bout de 10 ans, on sera à 926 euros. Enfin, au bout de 20 ans, là où on imaginait une rente à 671 euros étant le sous-total, eh bien en réalité, de par l'imposition, ce sera 355. Ces éléments sont factuels, ces éléments ne sont pas discutables, c'est pas du jugement de valeur, c'est juste que acheter un appart à 245 000 euros en région parisienne, à Fontenay-aux-Roses, comme nous venons de le voir, eh bien, ça va nécessiter non pas un effort d'épargne à 500 euros, mais un effort d'épargne à 900 euros. Alors, qu'est-ce que nous pouvons proposer, nous, en tant que professionnels de la gestion de patrimoine, vous en tant que gestionnaire de patrimoine, moi en tant que promoteur immobilier, eh bien une alternative sur des produits en résidence de service. Faites le prix au mètre carré de l'appartement, vous allez avoir très très peur, partez en courant et vous aurez raison, mais c'est pas uniquement les mètres carrés de l'appartement, c'est aussi aussi des prestations à côté, aussi la salle de sport, aussi etc. Mais surtout, ce qu'il va falloir faire, c'est regarder l'ensemble des entrées et des sorties. C'est ce qu'on va faire. Mais avant ça, la profondeur de marché. Qu'est-ce qui fait que cet investissement va fonctionner? Je vous prends un exemple très concret. Nous sommes à Fontenay-aux-Roses, donc dans la même commune que le T2 que nous avons vu tout à l'heure. Eh bien, non, juste un petit peu avant. Slide d'avant, s'il te plaît. Eh bien, la profondeur de marché, c'est quoi? C'est de se dire que si je suis sur un produit étudiant, il y a 13 000 étudiants, 68% d'une classe d'âge quitte le domicile familial pour aller étudier. Donc, je vais avoir, bon gré mal gré, une profondeur de marché qui est à 8 840, 1200 lits à la concurrence. Je suis mauvais, ils vont à la concurrence, il en reste 7 640. J'ai 165 lits. Conclusion, j'ai une piole disponible pour 46 demandes. Voilà, ma profondeur de marché, on y répond, c'est les fondamentaux, ça reste de l'immobilier, on vérifie l'emplacement dans son marché avant l'avantage fiscal, évidemment. Maintenant, on va quand même passer à la fiscalité, regardez ce qui se passe. On prend un exemple très concret d'un appartement, c'est le B204 de cette résidence, très bien, dans Tact, et regardons financièrement ce que ça donne sur le slide d'après. Eh bien, cet appartement, je vais y rajouter les meubles, puisque c'est du meublé, et je vais y rajouter les frais de notaire, bien sûr, et comme tout à l'heure, regardez première année, 10e année, et après la 20e année. Je rentre mes loyers, je paye un certain nombre de charges, et je n'en paye pas plus.
je ne payerai pas de fiscalité parce que le principe même de l'amortissement, c'est que je vais créer une charge qui sera une charge comptable. Ne rentrons pas dans les détails, le comptable s'en occupera très très bien. L'idée, c'est que j'ai un bénéfice qui va s'appeler BIC, c'est du bénéfice industriel et commercial. J'ai un revenu BIC qui, de par le jeu des amortissements, va être ramené à zéro. Et comme il est ramené à zéro, je paierai 30% dans notre exemple précédent, 30% d'hier fois 0 égale 0, 17,20 CSG fois 0 égale 0. Conclusion, acheter cet appartement, acheter ce logement, c'est 383 € d'effort d'épargne, un montant qui va diminuer dans le temps pour avoir une rente globale à 373 €. Si on fait bien les calculs, 124 000 plus 4 000 plus 6 500, ça nous donne un montant. Et si on va sur le slide d'après, eh bien, on va se rendre compte que finalement, pour mon client, j'avais le choix. J'avais le choix entre acheter le T2 que nous venons de voir à 266 000 € ou bien acheter deux logements comme celui que je viens de montrer dans une résidence de service. Et très vite, on se voit qu'on est quasiment sur le même montant investi global, 266 000 pour 270 000. Le premier appartement qui était dans l'ancien va coûter 900 € par mois quand il sera de 766 € pour le LMNP. L'écart va se creuser dans le temps assez rapidement, 926 pour 704 au bout de 10 ans, et enfin, après 20 ans, après cet effort, pour avoir notre rente, notre produit de rente, notre complément de retraite, eh bien, on aura simplement un gain qui sera ni plus ni moins que le double. Si on regarde ce qui se passe d'un point de vue graphique, c'est très, très visuel. En bleu, l'immobilier ancien. En grège, c'est du grège, cette couleur-là, c'est son nom. L'immobilier LMNP, on voit très vite que dès la première année, l'effort d'épargne est moindre. Dès la 10e année, ça s'est réellement creusé. Et au bout de 10 ans, eh bien, le gain est il est plus du double, quoi. Et c'est très, très visuel. Je répète, si vous aviez fait le prix au mètre carré ou simplement la rentabilité brute, vous seriez arrêté avant même d'aller faire votre petite analyse. Et c'est pour ça qu'il faut regarder les choses vraiment dans leur ensemble, dans la profondeur. Et c'est pour ça que vos clients ont besoin de professionnels comme vous. 10 minutes 02, je ne pouvais pas faire mieux. Bravo Jean-Sébastien, un grand Bravo. merci, c'était très concret. Alors, je le dis à toutes les personnes là, qui nous ont rejoints, que vous aurez la possibilité de revenir sur des éléments qui sont passés très vite et donc d'avoir des précisions dans la phase de questions. J'enchaîne immédiatement par Stéphane Bricot, assureur, et lui va nous parler de 4 sujets, Stéphane. La retraite de l'indépendant, mais on va parler aussi d'assurance vie, de loi Madelin et de nouvelles dispositions récentes. Effectivement, donc bonjour à tous. Donc on peut passer à la slide suivante. Moi j'interviens donc spécifiquement comme associé donc chez Innovi, qui est un cabinet de courtage on est indépendant vis-à-vis des assureurs et on accompagne nos clients, donc entreprises et indépendants, dans la mise en place de dispositifs de protection sociale, les mutuelles, les prévoyances et donc la partie retraite et assurance vie dont je m'occupe spécifiquement avec mon associé Adrien. Alors, je commence par quelque chose d'assez visuel. C'est ce qui s'appelle le revenu de remplacement par profession. En fait, le pourcentage que vous voyez, c'est un pourcentage de votre dernier revenu d'activité, qui est souvent le plus élevé. Et donc, on voit que selon les professions, on a des revenus où on conserve tout le temps, on perd plutôt la moitié de son revenu, ou on conserve, c'est selon la moitié de son revenu au moment du départ à la retraite. Chez les salariés portés, on va avoir à peu près 40% de son dernier revenu d'activité conservé, et on voit que les dentistes aujourd'hui sont parmi les plus mal lotis avec 34% de leur ancien revenu couvert. On peut avancer sur la slide d'après. Voilà, donc le premier conseil que je peux vous donner en tant que salarié porté, indépendant, et d'ailleurs quasiment quel que soit votre âge, c'est de vous connecter sur le site info-retraite, qui est le site de l'État français. On peut s'y connecter assez facilement avec ses identifiants d'impôt.gouv, et ça nous permet d'avoir ce qu'on va avoir juste sur la slide juste après, donc notamment un relevé de carrière, un relevé de situation. Ce relevé de situation, en fait, il permet d'avoir l'intégralité de ses expériences professionnelles qui sont récapitulées dans un document unique. Il a été refait en plus il n'y a pas longtemps, il est beaucoup plus lisible qu'il ne l'était. Et donc on peut avancer sur la slide juste après. Ça nous permet en fait d'isoler caisse par caisse. Donc là on voit que on a anonymisé un relevé de situation. On a à la fois des cotisations qui vont à l'Agir Carco, qui est le régime donc des salariés, Ircantec, qui est le régime de la fonction publique, et donc la CIPAF, qui est un régime des indépendants. Je l'ai pas mis, mais ensuite vraiment ligne à ligne, période par période, on peut regarder effectivement ce qui se passe dans le détail. À noter qu'on a quand même un dossier sur 6 selon la Cour des comptes en 2019 qui est erroné, donc il ne faut pas hésiter à faire la démarche de manière un peu pointilleuse. Sur le site, en plus, on peut directement contester par exemple une période d'activité, c'est assez bien fait et les correctifs se font rapidement.
On peut avancer, merci. Nous, ce qu'on propose pour optimiser la situation des personnes qu'on accompagne, donc c'est 2 dispositifs complémentaires. C'est vrai qu'il y a une myriade de dispositifs aujourd'hui qui existent. Donc, il y a l'immobilier, hein, Jean-Sébastien vient d'en parler. En fin de parcours aussi, on a la possibilité de racheter des trimestres, hein, qui est aussi une solution qui est assez utilisée en France et qui est simplifiée d'ailleurs depuis quelques temps. Et pour notre part, donc on intervient sur la partie donc plan épargne retraite et assurance vie avec un focus que je vous propose plutôt sur le plan épargne retraite. Le plan épargne retraite, qu'est-ce que c'est? C'est un dispositif en fait d'épargne qui va nous permettre d'investir des sommes chaque mois d'argent, donc en vue de constituer un capital. Ce capital, il peut nous servir de 2 manières. La première, donc c'est pour évidemment compléter la retraite, soit sous forme de sortie en capital ou sous forme de rente, j'y reviendrai. Soit éventuellement, on peut débloquer les sommes pour en anticiper, pour acheter une résidence principale. On peut également, en cas de coup dur, c'est-à-dire la perte de droit au chômage, malheureusement une invalidité, enfin voilà, un cas de coup dur, débloquer aussi les sommes en anticipé. Et on va le voir, le principal avantage de ce dispositif, c'est que les sommes qu'on va investir chaque mois, donc là vous investissez 100, 150, 200 euros, elles vont être déductibles de votre impôt sur le revenu si on investit en tant que particulier, ou vous bénéficiez également d'une incitation fiscale si c'est à titre de l'entreprise que vous cotisez. Ces dispositions-là, en fait, elles sont issues d'une réflexion liée en 2019, donc qui s'appelle la loi Pacte, qui a été portée par Bruno Le Maire. Et en fait, ce nouveau dispositif de plan épargne retraite, c'est en fait, il y a un seul produit qui a regroupé tous les anciens dispositifs qui existaient. Alors, vous aviez peut-être avant des plans épargne retraite populaire, le PERP, vous aviez peut-être des retraites Madelin, des PERCO. Enfin, voilà, tous les dispositifs aujourd'hui cohabitent dans un seul dispositif, le PER, et d'ailleurs les autres ne sont aujourd'hui plus commercialisés. On peut avancer effectivement sur la slide d'après. Merci. Donc là, ça récapitule les cas de déblocage anticipé avec tous les anciens dispositifs avant qu'ils cohabitaient. Et donc, voilà, on peut passer, je les ai présentés. La grosse nouveauté, c'était principalement la partie donc achat de la résidence principale. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, le fait de débloquer son capital en anticipé, on pourrait y revenir notamment en cas de coup dur, on n'a pas du tout de fiscalité ou une fiscalité qui est allégée uniquement sur la plus-value que le contrat a générée. Donc c'est aussi un contrat qui peut servir comme contrat de protection sociale. On peut passer à la slide d'après. C'est aussi un contrat qui a repris une partie donc de fiscalité sur l'assurance vie, c'est-à-dire que malheureusement s'il y a un décès pendant la vie du contrat, on a accumulé des sommes d'argent, le patrimoine peut être transmis à des ayants droit avec une fiscalité réduite et notamment un abattement de 152 000 euros par bénéficiaire. Donc je sais qu'il y a aussi des personnes qui souhaitent transmettre leur patrimoine et ça peut faire voilà, ça peut être un des objectifs qui est poursuivi par ce contrat. C'est aussi donc un contrat d'épargne classique. Donc on a une possibilité en fait de répondre un peu à tous les profils d'investisseurs, des personnes donc les plus prudentes aux personnes qui choisiraient des supports un peu plus dynamiques. Là, ce que vous voyez en vert, je rentre pas dans le détail, on pourrait y revenir, mais c'est la part en vert, c'est ce qui s'appelle les fonds euros, ce sont des fonds qui sont 100% sécurisés, mais avec des performances qui sont assez limitées, mais qui ont l'avantage de ne pas subir de fluctuations, notamment lorsqu'on a des périodes de crise économique. Voilà, ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'effectivement, on a des profils qui sont, je pense que c'est Geoffroy qu'on entend. Effectivement, en fait, voilà, on a adapté les gammes de produits et le législateur d'ailleurs nous a incité à le faire pour qu'on puisse répondre à tous les profils d'épargnants. On peut avancer. Voilà, donc ça c'est une projection très concrète qu'on a faite il n'y a pas longtemps. Donc pour quelqu'un qui 2 enfants, marié 2 enfants, 42 ans. On peut avancer. En fait, ce qu'on calcule, donc ce qui s'appelle une enveloppe d'un disponible fiscal. Là, en l'occurrence, le disponible fiscal pour ce monsieur était aux alentours de 6 000 euros. Il a décidé très concrètement d'investir 350 euros par mois, donc 4 200 euros pendant 23 ans. Et ça lui permet de constituer une épargne donc, de 152 000 euros avec environ 31 000 euros d'intérêt généré. Et surtout, c'est ce qu'on voit à droite, 100% de son investissement qui va être déduit directement de son impôt sur le revenu. Donc c'est pas une déduction de l'assiette imposable, hein, c'est vraiment une déduction à 100% de son imposition, en utilisant d'autres mécanismes comme la réserve retraite qui est sur l'avis d'imposition, en dernière page de l'avis d'imposition. Mais donc c'est à la fois un contrat qui permet de se constituer un capital par une économie d'impôt, et on l'a vu, un contrat qui permet de protéger ses proches et qui intègre aussi tout un tas de dispositions en cas de coup dur qui permettent aussi de se protéger, de protéger sa situation financière. On peut avancer, voilà.
J'ai fait une petite projection, de toute façon, on vous enverra les supports. L'objectif, c'est de voir qu'effectivement, un investissement de 350 € sur de la durée permet de générer quand même des intérêts qui sont importants, avec une prise de risque modérée, puisque justement, là, je suis parti plutôt sur un exemple où il y a une prise de risque qui est minimale, avec notamment beaucoup de fonds qui sont sécurisés. On peut avancer rapidement. Je passe très rapidement sur l'assurance vie, mais j'en parle quand même parce que c'est un outil qui est, bon, ça reste le placement préféré des Français. Et aujourd'hui, il y a des vraies dispositions, notamment en termes de fonds à horizon. C'est-à-dire qu'en fait, on va fixer un horizon et la personne qui va piloter notre épargne, elle va vraiment la piloter de telle sorte que plus on s'approche de l'horizon du projet qu'on a fixé, en l'occurrence la retraite, plus le produit en fait est sécurisé. Plus en fait les fonds sont des fonds euros et ne subiront pas en fait la volatilité des marchés ou les événements extérieurs qui peuvent se produire. On peut avancer rapidement. Voilà, donc en résumé, on peut avoir une gestion qui est une gestion libre, c'est-à-dire une gestion d'experts. On va pouvoir arbitrer soi-même les fonds, etc. Mais la gestion la plus utilisée aujourd'hui sur les profils, à la fois sur le plan épargne retraite et sur l'assurance vie, c'est donc la gestion dite pilotée ou avec un mandat et des fonds à horizon. Et pour finir sur une petite note, on va dire très concrète, en fait, l'épargne qu'on investit, elle peut aussi aller dans des fonds. Aujourd'hui, il y a beaucoup de fonds PME qui sortent, des fonds qui soutiennent justement la relance, la croissance des fonds. Et c'est intéressant aussi d'être vigilant par rapport à ça, parce que je trouve que autant lier l'utile à l'agréable et choisir des dispositifs aussi qui ont des impacts concrets et positifs pour l'économie française. Je crois qu'il y a un petit sondage maintenant qui devrait partir. Moi, je vous entends plus, Geoffroy, mais Voilà, merci effectivement Stéphane. Petit sondage là qui est en ligne, on le laisse encore en ligne quelques instants. Avez-vous pensé à préparer votre aide? Vous avez vu là à travers les interventions précédentes des solutions concrètes. Est-ce que voilà, vous y êtes déjà penché ou est-ce que vous avez besoin de conseils? Voilà, on va laisser passer encore quelques secondes et on va pouvoir voir s'afficher les résultats. Océane. Voilà, vous êtes 47% là, à avoir évidemment pensé à votre retraite. Il y a quand même 23% qui n'ont pas forcément encore songé. Et puis, vous êtes plus d'un tiers à avoir besoin de conseils pour y voir clair. C'était l'enjeu aussi de ce webinaire, c'est de vous donner des solutions concrètes, clés en main. Il y en a d'autres, hein, mais là, on va essayer de faire efficace et concret avec des professionnels qui travaillent tous les jours pour améliorer la situation des pensions de retraite et des niveaux de retraite des indépendants. Eh bien, la parole après toutes ces solutions concrètes à Maître Lecœur, donc un notaire qui vient nous parler aussi de dispositions qu'il faut avoir bien en tête aussi quand on veut bien préparer sa retraite. Et donc, je vous laisse la parole, Maître Lecœur. Merci Geoffroy, bonjour à tous. Donc l'idée aujourd'hui, effectivement, est d'ouvrir de manière transversale une réflexion assez rapide sur les différents outils possibles qui s'ouvrent effectivement aux jeunes retraités, anciens cadres dirigeants. Les attentes sont effectivement sans doute différentes au moment de la retraite. L'éloignement de la crainte des créanciers a bien sûr diminué. La baisse de la peur d'un décès brutal en cours d'activité, mais également la survenance d'une séparation matrimoniale qui mettrait en danger l'outil de travail sont bientôt que des vieux souvenirs, et d'autres problématiques néanmoins vont s'ouvrir, et un audit du type d'outils, du type de contrat qu'il va falloir mettre en place
semble important. Protéger son périmètre patrimonial en lien avec une diminution de revenus, anticiper un risque de décès sans avoir eu le temps de transmettre à ses héritiers, et également parfois pérenniser son outil de travail en le transmettant au moment du départ à la retraite. Voilà les grandes lignes qu'on a l'habitude d'étudier lorsque l'on est soumis à ces questions. Alors, je vous propose dans un premier temps d'aborder rapidement les différents contrats très succinctement, mais qui vont vous permettre de sécuriser votre cadre de vie. Il n'est pas rare que quand on rencontre des primo-accédants qui achètent un appartement, il n'est jamais entendu parler de PACS, de contrat de mariage, de testament. Or, l'achat immobilier implique néanmoins ces réflexions et 30 ou 40 ans plus tard, au moment de la retraite, le constat est presque souvent le même. Les clients n'ont pas forcément eu le temps de se pencher sur ces questions. Alors, il existe des outils. Tout d'abord, effectivement, le PACS. Une première réflexion très rapide. Le PACS, effectivement, va vous permettre de vous unir par un contrat. Néanmoins, il ne donne pas la qualité d'héritier. Or, sans avoir la qualité d'héritier, la fiscalité est très forte, 60% entre concubins. Donc, un PACS doit, si c'est l'intention de léguer à son conjoint, eh bien, il faut y adjoindre un testament. Le testament peut être holographe, vous le faites seul chez vous, vous le déposez ensuite chez un notaire, vous le conservez à votre domicile, il peut être authentique ou il peut être mystique. Voilà, ce sont des formes différentes suivant également un certain niveau de sécurité que vous voulez lui donner. Ensuite, à côté de la notion de PACS, de testament, il existe effectivement les contrats de mariage qui peuvent être pris, qui peuvent évoluer également en cours de la vie. Actuellement, on est soumis au régime légal par le Code civil, mais vous pouvez adopter un régime séparatiste ou un régime de participation aux acquis et également des régimes communautaires de communauté universelle. Ce qu'il faut retenir, il est délicat de rentrer plus en détail, mais c'est que ces contrats, un sur-mesure est parfaitement envisageable. Dans la séparation de biens, vos patrimoines vont être distincts de votre conjoint, mais vous pouvez y adjoindre une société d'acquis dans laquelle vous allez décider de mettre un bien dans cette société, par exemple votre résidence principale. Le reste restera séparé. Le régime de la participation aux acquis, qui est un mixte finalement entre la séparation de biens pendant l'activité et au moment du décès, une notion de partage des acquis. Vous allez pouvoir travailler dans votre contrat sur la méthode du calcul de ce qu'on appelle la créance de participation entre les époux. Et enfin, le régime communautaire, qui souvent peut être pris au moment d'un passage à la retraite, qui est le régime de la communauté universelle. Avec encore une idée très importante qui est que dans la communauté universelle, vous pouvez faire sur mesure en décidant d'y adjoindre soit l'intégralité de votre patrimoine, soit une fraction, par exemple votre résidence principale, et un ou deux éléments d'actifs qui vous génèrent des revenus, le reste étant exclu de la communauté. Voilà, pour les régimes, une fois que vous avez décidé de votre contrat de mariage, il n'est pas inutile d'envisager un autre contrat, qui est la donation entre époux. La donation entre époux, elle va permettre au conjoint survivant de disposer de la plus forte, ce qu'on appelle juridiquement, de la plus forte quotité disponible entre époux. Techniquement, elle permet au conjoint soit d'appréhender la pleine propriété de la quotité disponible ordinaire, c'est-à-dire la moitié de la succession en présence d'un seul enfant, ou du tiers en présence de 2 enfants, ou des 3/4 en présence de plus de 3 enfants. Et également d'y adjoindre la totalité en usufruit. Ce qu'il faut retenir dans la donation entre époux, c'est que c'est un outil très efficace au moment de la succession pour quantifier ce que le conjoint aura besoin d'appréhender pour assurer son train de vie, tout en maîtrisant également les impacts fiscaux. C'est-à-dire que le conjoint aura la main pour décider tel actif, eh bien je l'appréhende
et je me limite à ça, ou je prends plus. C'est ce qu'on appelle juridiquement la notion de cantonnement. Donc, contrat de mariage, on y adjoint une donation entre époux, qui pourra être d'ailleurs mise en œuvre ou non à la discrétion du conjoint en fonction de l'importance de la masse successorale. Enfin, sur ces contrats, il y a évidemment le changement de régime, c'est-à-dire que les choses ne sont pas figées. Vous pouvez adopter un régime séparatiste à un moment de votre vie et souhaiter faire évoluer ce régime matrimonial. C'est tout à fait possible et la loi a, si on peut dire, fluidifié légèrement la mécanique de changement, puisque désormais il n'y a plus de durée minimum pour un changement de régime matrimonial avant le prochain changement, et désormais il n'y a plus également d'homologation. Simplement, le notaire est au centre de ce dispositif. En cas d'enfant majeur, le notaire fera une notification aux enfants pour les informer de ce changement, et en cas d'enfant mineur, le notaire aura la charge de s'assurer que le changement de régime respecte bien l'intérêt de la famille. En cas de difficulté, effectivement, il peut y avoir une position à ce moment-là judiciaire. Voilà. Pour sécuriser votre cadre de vie, il faut réfléchir à ces différents contrats, à l'organisation et à l'impact fiscal des différentes décisions, puisqu'évidemment, l'intérêt de ces contrats, c'est de qualifier les biens, et en qualifiant les biens, au moment de la liquidation, il y a un impact fiscal en fonction de leur qualification. Deuxième petit focus, c'est évidemment le côté proactif. J'ai un patrimoine, je vais commencer à le donner. Plusieurs hypothèses, la notion de don manuel, la notion de donation simple ou de donation partage, voire transgénérationnelle, mécanique assez complexe mais intéressante. Et enfin, la notion de démembrement du propriété usufruit. Alors, je ne sais pas comment surveiller la montre, mais pour finir et pour être peut-être assez rapide, il faut avoir, je pense, dans une donation, dans une logique de transmission, ne pas avoir uniquement une vision fiscale. Il est très important de à la fois avancer fiscalement, mais également civilement. Alors, petit focus très rapide sur la fiscalité. Les dons manuels, il existe une possibilité de donner 31 865 € en numéraire tous les 15 ans à ses enfants. Les grands-parents ont également cette faculté de donner à leurs petits-enfants la même somme. Pour les donations des parents vers les enfants, il y a deux conditions bien sûr à respecter. Il faut que les enfants soient majeurs et deuxièmement, il faut que les parents aient moins de 80 ans. L'idée, c'était d'injecter de l'argent dans l'économie et donc voilà les deux conditions. Si vous ne faites pas cette donation par acte notarié, il est évident qu'il faut procéder à une déclaration auprès de l'administration fiscale avec des dispositions qui ont été facilitées pour permettre une déclaration aisée, mais n'oubliez pas de déclarer ses dons. Il existe de nombreux autres avantages, dispositions fiscales qu'on n'abordera pas, mais qui existe en matière de donation de terrain à bâtir, de rénovation sur les logements et bien sûr l'abattement classique, 100 000 € par parent et par enfant tous les 15 ans. Donc de belles perspectives de donation et de transmission sont actuellement possibles. Ça, c'est l'aspect fiscal. L'aspect civil, eh bien, quand on a des enfants, des descendants, la notion de donation simple peut être dangereuse si on ne fiche pas les valeurs. L'intérêt arrive donc sur la donation partage, puisque dans une donation partage, nous allons figer les valeurs, c'est-à-dire que vous donnez 100 000 € à chacun de vos enfants au tenté, du numéraire, un studio et des actions. Eh bien, ce numéraire, ce studio et cette action, ce portefeuille d'actions va évoluer dans le temps d'ici votre décès. Et si vous n'avez pas fait une donation partage, il y aura une réincorporation et une réévaluation de ces sommes et des difficultés à venir entre les enfants, sans doute, puisque le numéraire peut avoir été investi dans une start-up
qui aura fait x10. Et cet enfant qui aura reçu 100 000 euros sera tenu de réincorporer dans la masse 1 million d'euros. Et donc, son génie, son feeling sera pénalisé puisque les frères et sœurs qui n'auront pas eu le même feeling auront droit indirectement au partage de cet investissement. Donc, il est important d'anticiper et d'organiser la notion de donation-partage entre les différents enfants. C'est ce que je disais en introduction, c'est-à-dire que l'aspect fiscal est intéressant, mais n'oublions pas l'aspect civil qui peut être une bombe à retardement quand il n'est pas bien ficelé dans ce qu'on pourrait appeler un pacte de famille où on est bien d'accord sur la transmission. Pour terminer, j'aborderai juste une notion, parce que dans les conseils patrimoniaux, on a souvent, au moment de la prise de la retraite, la notion d'IFI, puisque l'IFI qui peut parfois être supportable au moment de sa carrière, tout au long de sa carrière, peut devenir une vraie problématique au moment du départ à la retraite. Le démembrement de propriété, qui est souvent un outil de transmission, on transmet la propriété et l'usufruit, ne permet pas de régler cette problématique d'IFI, puisque au moment du démembrement, l'usufruitier va conserver dans sa déclaration d'IFI l'intégralité de l'assiette de la valeur vénale du bien transmis. Donc, le démembrement n'est pas un outil très favorable pour réduire son IFI. Il existe d'autres mécanismes, mais la donation-partage n'est pas forcément démembré, n'est pas forcément l'idéal dans ce règlement, puisqu'il y a une loi qui indique que le patrimoine rentre dans la déclaration IFI en fonction de l'origine, si c'est un démembrement légal ou un démembrement contractuel. Voilà. Dans le temps imparti, c'est très succinct et synthétique, mais l'idée, c'est d'avoir une approche très transversale de toutes ces questions, en sachant que souvent, quand on touche une partie, l'autre partie également est impactée. Et donc, il est, je pense, très important d'avoir cette vision civile, fiscale et assez complète de tous ces contrats et toutes ces options qui s'ouvrent aux jeunes retraités. Merci, Maître Lecoeur. C'était un petit peu long, mais forcément, il y avait des enjeux importants. On l'a vu après des choix d'investissement que vous faites, et on voit la nécessité d'anticiper, en tout cas de se projeter, donc d'être conseillé, d'être accompagné par des professionnels. Merci pour cet éclairage. Je vais donner la parole à David Rivière. Vous avez la possibilité de poser vos questions dans l'onglet questions de l'outil GoToWebinar. Donc, utilisez-le. David, pour nous parler d'un dispositif, nouvelle forme d'emploi qui permet d'améliorer aussi sa retraite potentielle, c'est le portage salarial. Alors oui, merci Geoffroy. Effectivement, oui, portage salarial, c'est un statut qui est aujourd'hui une nouvelle forme d'emploi, qui est encore méconnue, qui n'est pas connue de tous les entrepreneurs, mais qui va permettre à tout entrepreneur de pouvoir obtenir un statut de salarié. Donc, une personne aujourd'hui qui est inscrite à la retraite, ce qui n'est pas une fin en soi, va pouvoir continuer à travailler sans avoir à s'embêter à créer son entreprise à côté, donc en l'occurrence à faire une micro-entreprise, une URL, EIRL ou SARL. L'idée étant, c'est tout simplement de pouvoir être un tiers de confiance dans l'interface entre l'entrepreneur et une société cliente. Clairement, pour faire une logique assez simple, vous avez un consultant en informatique, IT ou un formateur qui souhaiterait réaliser une mission auprès d'une société tierce. Eh bien, la société de portage salarial va être là pour donner le cadre juridique à ce collaborateur. Très simplement, ça va lui permettre d'être salarié. Donc, ce qui veut dire que le collaborateur n'aura pas besoin de s'enregistrer au greffe du tribunal. Et derrière, ça va engendrer pour ce collaborateur des cotisations sociales de salariés. Donc, avant même, effectivement, de parler d'activité pendant la période de retraite de cette personne, on peut parler de toute la période antérieure, de préparation de la retraite et de carrière même du consultant. On a beaucoup de personnes chez FC Immobilier, pour parler de nous, qui sont dans le cadre où ils étaient sur des postes avant d'anciens cadres ou même de salariés standards, qui ne souhaitent pas
perdre leur couverture sociale actuelle de salariés, qu'ils perdraient si jamais ils basculaient sur du statut d'agent commercial ou du statut de SARL ou autre, et qui souhaitent tout simplement pouvoir continuer à jouir des cotisations sociales qu'elles peuvent connaître, donc en l'occurrence cotisations chômage, retraite, régime général, toutes ces choses-là. Le portage salarial va permettre tout ça. Parce qu'un consultant, effectivement, qui va, comme on le disait à l'instant, faire cette mission d'informatique auprès d'un client tiers, en passant par le biais d'une société de portage salarial, va pouvoir cotiser comme un salarié standard aux mêmes prestations. Ce qui veut dire que derrière, lorsqu'il ne réalisera pas de mission, il pourra, s'il a suffisamment cotisé, percevoir des droits au Pôle emploi, mais dans le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, surtout, pouvoir générer des droits à la retraite comme un salarié standard sur du statut cadre. Sur le principe, pour vous faire un petit parallèle, un indépendant qui aurait généré toute sa carrière en tant qu'agent commercial, par exemple, face à un collaborateur qui aurait été salarié pendant toute sa carrière, a une déperdition de sa rente mensuelle de retraite d'à peu près 20%, qui en soi peut paraître minime, mais qui est quand même un certain montant pour beaucoup de Français. Surtout si on parle de capacité d'achat derrière ou de vie au sens large. Donc voilà. Donc, cette différence est quand même importante, et le fait que le collaborateur passe par une société tierce de portage salarial lui permet de rehausser son niveau de confort et derrière de pouvoir se couvrir et s'inscrire dans une sécurité dans le temps. Voilà. Le périmètre d'FCI Immobilier, pour parler d'FCI Immobilier, est plus dirigé vers des négociateurs qui travaillent dans le cadre de l'immobilier, comme son nom l'indique. Au sein de notre groupe, on fait partie d'un groupe de portage salarial généraliste. Aujourd'hui, nous sommes le premier acteur et nous travaillons avec des établissements qui vont être sur de l'informatique pure, du consultant, de la formation et d'autres. Et on s'est rendu compte, comme je vous le disais tout à l'heure, que beaucoup de personnes changeaient leur métier dans leur carrière. Beaucoup de personnes également, au terme de leur carrière, on en a certains profils, sont arrivés à la retraite et souhaitent pouvoir continuer leur activité. Le fait de passer par un autre intermédiaire, pareil, va leur permettre tout simplement de continuer leur activité en pleine simplicité. Tout simplement. Merci beaucoup, David. On arrive sur la fin de notre table ronde. Merci aux intervenants. Je voudrais, maintenant qu'on passe un peu de temps, et même si on déborde un peu au-delà de midi, qu'on puisse répondre aux différentes questions que vous vous êtes posées. Il y en a un certain nombre qui nous sont arrivées. Donc, vous pouvez aussi continuer à en poser. Là, c'est le moment des questions, et je vais donner la parole à Océane qui les a collectées. Océane, pour la première question. Oui, bonjour tout le monde. On a une première question qui est relative au PowerPoint. Je vous précise à tous que vous allez recevoir cet après-midi un email avec la rediffusion du webinaire ainsi que la présentation PowerPoint. Donc ne vous inquiétez pas pour ceux qui ont eu des petits problèmes de coupure. Nous avons une première question d'Alexandre qui demande quel est l'avantage de passer par vous, Stéphane, plutôt que par le banquier du client? Eh ben, écoutez, c'est une très bonne question. Effectivement, en fait, l'avantage qu'on peut avoir par rapport à un banquier ou même par rapport à des réseaux traditionnels, c'est qu'en fait, par rapport à la situation de chaque client, on va pas forcément les orienter vers les mêmes acteurs, vers les mêmes compagnies d'assurance. Donc le premier point, je dirais que c'est déjà l'exercice de transparence. On essaie d'expliquer pourquoi on oriente vers une compagnie plus qu'une autre. Le deuxième, c'est que on a souvent, enfin, nous après pour entrer dans la mécanique des contrats, on a travaillé sur une offre qui va se situer entre les pure players que vous pouvez trouver sur Internet, type Boursorama, et les réseaux physiques en termes de frais. Donc on va avoir souvent des frais qui sont moins élevés que la plupart des acteurs. Et ensuite, on va avoir un suivi, par exemple, lorsqu'on met en place un contrat d'épargne, type plan épargne retraite ou assurance vie. On se voit à la mise en place, mais on propose également un point annuel, notamment au mois d'octobre-novembre, pour pouvoir essayer de faire le point sur la situation, de voir si ça convient toujours, et puis éventuellement d'optimiser ce qui est possible de l'être. Merci Stéphane. On enchaîne par une autre question, Océane. Oui, Aurélie demande, y a-t-il un remboursement par les impôts sur le versement du PER en cas de faible imposition? Alors oui, c'est un cas de figure qui peut se présenter. Effectivement, lorsqu'on verse sur son PER, en fonction du montant de son imposition, on peut trouver des cas de figure. Très concrètement, vous faites un versement, vous avez effectué par exemple des versements en 2021.
En 2022, vous allez faire votre déclaration d'impôt normalement en mai. Voilà, donc faites votre déclaration d'impôt et ça va générer un nouvel échéancier. Il y a deux possibilités, soit effectivement ça va venir minorer finalement votre imposition du dernier trimestre, soit effectivement les impôts vont procéder à un remboursement. En général, nos clients perçoivent le remboursement aux alentours de mi-juillet. Merci. Valérie nous demande, en tant que micro-entreprise, quel est le chiffre d'affaires à réaliser pour valider un trimestre? Combien de trimestres pour valider les droits? Je n'ai pas la réponse sur cette question-là. Peut-être que mes... Donc là, Ouais. Je pense que c'est peut-être par rapport à Monsieur Lecoeur. Non. Ça, c'est une question comptable. Non, j'ai pas de. Non, j'ai pas la réponse. Non. Sur les trimestres de cotisation? Oui. Je n'interviens pas dans ce domaine. En fait, pour moi, mais j'ai pas la règle définitive. C'est vrai qu'il faudra peut-être plutôt se renseigner avec un comptable. Dans les situations que j'ai pu voir, effectivement, à partir du moment où on cotise, effectivement, on accumule bien des trimestres. Par contre, la valeur du point n'est pas toujours la même selon les caisses. Donc, il y a peut-être aussi une différence par rapport à ça. Tout à fait, hein, c'est très différent selon les caisses, donc il faut se retourner vers sa caisse de retraite qui va vous dire exactement, hein, en fonction du statut aussi. Hein. On a parlé des changements de statut, indépendant, salarié, et après des différentes caisses. Une autre question, Océane, il y en a plusieurs pour nos intervenants. Ouais. On a une question d'Estelle qui nous demande à partir de quel âge devrait-on, d'après vous, commencer à préparer sa retraite? J'ai 27 ans, pas de patrimoine, statut micro-entrepreneur et je gagne à peine un SMIC depuis le Covid. Ce webinaire était intéressant, mais pardon, il aurait peut-être été intéressant de préciser l'axe pour les indépendants. Alors, Maître Lecoeur, peut-être, pour préparer sa retraite à 27 ans. Je pense que c'est une bonne question. C'est-à-dire que la retraite ne se prépare pas à la dernière minute. Et je pense que dès qu'on entame une carrière professionnelle, il faut évidemment se projeter dans des perspectives de retraite avec des choix de contrat. Et je pense qu'il faut aussi avoir une vision assez évolutive des choses, se dire qu'à 25 ans, on peut lancer une entreprise qui sera peut-être une autre entreprise à 35, une autre encore à 45. Et donc, je pense que quand on a la fibre entrepreneur, on l'a toute sa vie. Et donc, tous les outils qui ont été énoncés, je pense que dès le début de sa carrière, on peut, sans forcément les mettre en œuvre, commencer à songer à y réfléchir. Donc, je pense que c'est pas une erreur d'avoir suivi ce séminaire avec ce panégyrique de solutions. Non, puis je partage vraiment votre point de vue dans la mesure où on accompagne pas mal de populations aussi assez jeunes, souvent avec des tout petits montants, hein, notamment sur l'assurance vie, mais qui permettent, mine de rien, on le dit souvent, mais les petits ruisseaux font vraiment les grandes rivières dans le domaine. Et la deuxième chose, c'est que sur le plan épargne retraite, on a beaucoup de jeunes aussi qui investissent des petits montants, mais ça peut leur servir d'apport aussi pour acheter une résidence principale. Et c'est vrai que c'est un outil aussi qui permet, voilà, quand on a des revenus un peu plus faibles, de quand même pouvoir présenter un apport à la banque et acquérir un bien. Ce que vous dites, c'est que dès... Pardon, Jean-Sébastien, allez-y. Sur la partie immobilière, de toute façon, la retraite, c'est pas compliqué. Plus on commence tôt et plus ça se passera bien à la sortie. C'est pas tant une question d'âge qu'une question de revenus et de stratégie personnalisée et de stratégie au regard de vos possibilités. En imaginant que ce soit possible, quand on attaque sur le marché de l'IMO, surtout quand on est dans une phase inflationniste, comme c'est le cas en ce moment, le fait de pouvoir acheter aujourd'hui, c'est le fait d'avoir une masse de fonds qui va grandir parce qu'on achète. C'est pas parce que vous payez 500 euros de crédit que c'est 500 euros de crédit qui vont augmenter. Non, c'est 100 000 euros qui vont augmenter dans le temps. Donc en matière d'immobilier, on va pas forcément investir pour faire sa retraite, mais acheter sa résidence principale, c'est déjà investir. Donc quoi qu'on fasse, c'est se faire accompagner, c'est faire en fonction de sa situation qui sera personnelle, mais l'inaction est la seule mauvaise chose à faire. Et donc pour reprendre les mots de Maître Lecoeur, c'était pas du tout une mauvaise idée que de suivre ce webinaire, parce que déjà commencer à s'y intéresser, c'est ouvrir son esprit à ça, et peut-être que votre entreprise vous permettra de dégager, je vous le souhaite, 4 ou 5 000 euros de revenus d'ici 4 ou 5 ans, et vous aurez anticipé, vous connaîtrez les différents mécanismes qui peuvent exister.
Merci beaucoup. Est-ce qu'on a une autre question? Oui, nous avons une question pour David. À quel seuil de chiffre d'affaires est-il pertinent de passer en portage, posé par Camille? Alors, tout va dépendre de la problématique du collaborateur. Mais si on suit une logique assez simple, un collaborateur qui dépense largement pour entreprise les premiers plafonds du micro-entrepreneur, donc en l'occurrence un petit peu plus de 32 000 € hors taxe, là on a clairement une logique de sécurisation du collaborateur. Tout simplement parce que ça va lui permettre de sécuriser sur une intégralité d'année grâce à ses rémunérations qu'il sort, la couverture Pôle emploi si jamais il n'a pas de mission. Donc tout ce mécanisme-là, ça lui permet de se couvrir dans le temps, sur l'année, et de se sécuriser. J'entendais juste avant, effectivement, l'histoire de cette personne qui était en micro-entreprise. Effectivement, le portage salarial peut coûter un petit peu plus cher que la micro-entreprise, mais lui permettrait derrière de pouvoir couvrir une sécurité réelle qu'elle ne retrouvera pas sur la micro-entreprise. Je me répète, ne serait-ce que par rapport à cet aspect chômage, si elle cotise suffisamment, mais également par rapport à l'angle de la retraite, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui, puisqu'il faut de mémoire qu'elle sorte minimum un salaire de 1500 € brut à peu près, un petit peu plus de 1500 € brut, pour pouvoir valider un trimestre de retraite, ce qui ne sera pas forcément le cas dans le cadre de la micro-entreprise. Sachant qu'en plus, chez nous, ça sera sur une validation de trimestre, retraite statut cadre, dans le cadre du portage salarial. Donc avec une retraite un petit peu plus intéressante et on va dire couvrante que celle d'un agent commercial. Merci David. C'est vrai qu'on a, juste pour rebondir, avant de repartir sur une question, on a vu qu'effectivement, être propriétaire de son logement, c'est une des premières stratégies pour préparer sa retraite. On a vu aussi avec Jean-Sébastien et Stéphane que diversifier son patrimoine est essentiel, mais on est parfois confronté à une difficulté à choisir le bon support, le bon vecteur. Et ça, en cela, on a besoin d'être conseillé, Maître Lecœur. Est-ce que vous avez, vous, des rencontres en ce sens, c'est-à-dire vraiment un besoin de conseil? J'imagine que Stéphane et Jean-Sébastien l'ont aussi. Et pour arriver à définir une stratégie pour préparer sa retraite, parce qu'on l'a vu à travers la question d'Aurélie, je crois, à 27 ans, qui se pose des questions, on a tendance aussi à dire à partir de 35-40 ans, il faut y penser. Parfois, c'est un peu tard parce que on voit bien que le patrimoine, il se construit et cette retraite, je dirais renforcée, il se construit sur 20-25 ans, voire 30 ans maintenant. Donc, est-ce que vous êtes confronté à ces questionnements d'indépendants? Parce que c'est la question aussi que beaucoup se posent. Il faut mettre beaucoup d'argent pour préparer une retraite, donc on a plutôt tendance à repousser le moment pour diversifier son patrimoine, pour accélérer, mais le coup près, il va arriver. Comment vous accompagnez tous les trois là, les profils plutôt entrepreneurs, plutôt indépendants qui sont à leur compte et qui envisagent avec un peu de crainte cette période-là parce qu'ils n'ont pas anticipé plus jeunes? Moi, je pense que dans toute cette préparation, il y a forcément, je pense que c'est quand même aussi important d'avoir une notion de feeling. C'est-à-dire que on voit bien qu'il y a différents outils qui ont été présentés. Certains sont plus immobiliers, certains sont plus valeurs mobilières, assurance. Et je crois qu'il n'y a pas vraiment de règles. Et dans un premier temps, il faut un peu suivre aussi ce qu'on aime, son feeling. Si on est plus immobilier, faut regarder ce qui peut s'ouvrir à soi. Et puis, effectivement, quand on a passé cette première étape de feeling, il faut évidemment sécuriser et diversifier. Je l'ai dit rapidement en introduction, c'est vrai qu'on a un gros travail de pédagogie, nous, dans nos études, quand on rencontre des clients qui viennent pour une opération en particulier, d'initier ce type de discussion, puisque on voit bien, même des primo-accédants qui ont 25-30 ans sont très loin de réfléchir à ces notions de pacte, de contrat de mariage, et ne mesurent pas l'impact d'acheter un bien en indivision, avec des conséquences qui peuvent être assez lourdes, ne serait-ce qu'en termes de gestion, et puis également de succession, de transmission à son conjoint. Voilà, on en a déjà parlé. Donc je crois qu'il faut sensibiliser et donner progressivement les outils au fur et à mesure où ils sont, entre guillemets,
parler entre guillemets, ingurgité par le client et compris progressivement. Sur ces questions de conseil, Bon, nous concernant en tant que promoteur, on travaille avec des cabinets en gestion de patrimoine toute la journée. Donc pour nous, la discussion est un petit peu particulière parce qu'on est face à des professionnels dont c'est le métier, et donc qui s'auto-sécurisent. Donc je vais plutôt parler de leur métier à eux, c'est-à-dire de ce qu'ils voient au niveau de leur clientèle. Et je vais reprendre un petit peu ce qui a été dit précédemment. Il faut juste y penser le plus jeune possible. Les outils, ils sont diversifiés. Le maître mot dans une bonne gestion de patrimoine saine, c'est la diversification. Alors, il ne faut pas que ce soit une diversification n'importe comment. Si c'est pour mettre 50 € sur une assurance vie, puis 10 € sur un livret A, puis ça n'a pas de sens. Donc, effectivement, en fonction des revenus qu'on va avoir, et on va commencer par choisir un axe, et puis quand on aura atteint un certain seuil, eh bien, on choisira un autre axe. On commencera évidemment par son épargne de précaution, donc par de l'épargne disponible, tout simplement pour pallier aux petits pépins qui peuvent arriver, changer la voiture, changer la chaudière, des conneries du quotidien, mais qui sont loin d'être des conneries au moment où il faut les payer, et ça permettra d'éviter de se taper un Sofinco à 20%, quoi, tout simplement. Donc, on commence par l'épargne de précaution. Ensuite, on a un premier axe, sensibilité financière, long terme, sensibilité immobilière. Mais dans tous les cas, il faut juste y penser, il faut juste commencer, il faut l'avoir en tête. Si on ne sait pas faire, on se fait accompagner. Il y a plein de très bons professionnels sur le marché pour ça. Ils sont très faciles à trouver. Faites-le. Stéphane? Ouais, parfait. J'ai rien à ajouter par rapport à ce qui a été dit précédemment. C'est exactement ça. Il y a une myriade de dispositifs qui existent. Il y a forcément quelqu'un qui aura les bons conseils pour aussi trouver des solutions qui sont adaptées et qui sont aussi, c'est très important, évolutives. C'est vrai qu'on a aussi beaucoup de bons professionnels qui sont en capacité d'accompagner des indépendants au début de leur carrière, et puis effectivement de modifier les approches parce que on a des évolutions familiales, on a des évolutions professionnelles. Et donc effectivement, je dirais que le premier vrai bon conseil, c'est de s'entourer aussi et d'aller voir des gens en qui on a confiance et qui seront là pour vraiment participer à la construction d'une retraite future à la hauteur des projets qu'on a envie d'avoir. Et je me permets juste de rebondir avant qu'Océane reprenne la main et de poser une question sur le risque dépendance, qui est un vrai sujet aussi, parce que vous travaillez, faites du courtage et vous travaillez là-dessus. C'est quand même le vieillissement de la population. On le voit bien, entre 80 et 84 ans, c'est un taux qui monte à 14,3% de personnes dépendantes. Donc la perte d'autonomie. Et donc derrière, c'est du financement. Et j'insiste parce que la notion de s'assurer contre ce risque, elle est essentielle et souvent pas appréhendée avant un certain nombre d'années. Et c'est un vrai sujet parce que c'est l'évolution aussi de notre société avec des coûts qui peuvent atteindre 4 000 € par mois par la suite. Pour s'assurer un certain service, une certaine présence et des soins éventuels. Donc c'est un sujet qu'on n'a pas abordé, mais c'est un sujet important de se protéger aussi contre la dépendance, et je voulais en profiter pour en dire un petit mot aussi. Vous avez absolument raison là-dessus, Geoffroy. C'est vrai qu'on parle même de 5e branche de la sécurité sociale là-dessus. Et il y a des sondages, nous, on accompagne des entreprises sur le sujet, mais on aura parfois le risque, avec l'allongement de la durée de vie, d'avoir des parents qui sont dépendants en même temps que leurs enfants. Et donc, c'est pour ça que c'est un vrai sujet d'actualité. Le sujet du financement, il est pas résolu aujourd'hui. Et c'est vrai que ça relie le sujet de la retraite, mais c'est des vraies questions de société. Ouais. Voilà, merci. Océane, est-ce qu'on a une toute dernière question? Puis on va conclure ce webinaire qui est un petit peu débordé, mais je crois qu'on avait de la matière. Oui, Océane, une dernière question? Oui, merci. Une question posée à David concernant le portage de Serge. Quelle différence, mis à part la cotisation chômage, entre se verser en gérant salarié, statut SASU, et le fait d'être un indépendant salarié porté? La SASU va permettre effectivement de pouvoir obtenir ce statut salarié. La seule chose, c'est qu'il devra systématiquement, de par sa société, gérer toute la partie administrative. Le fait qu'il passe par une société de portage salarial va lui permettre de déléguer toute cette partie-là. C'est-à-dire qu'au final, il va se concentrer et faire focus sur son métier. Il va déléguer toute la partie administrative à la société de portage salarial. Et la société de portage salarial s'occupera de payer les charges, de rétrocéder la rémunération salaire net aux collaborateurs,
Donc du coup, le collaborateur va être plus tranquille sur tout cet aspect administratif et pourra vraiment faire focus sur son aspect commercial. Voilà. La grande différence, elle est là pour une personne qui va être en SASU. Parce que pour le coup, en termes de cotisation sociale, s'il se salarie, au final, il aura le même type de cotisation sociale. Mais sur l'aspect de confort, on n'est pas du tout sur la même chose. Merci beaucoup David, merci Océane, merci à tous les intervenants de cette table ronde un peu inédite sur la retraite. On n'a pas pu évidemment répondre à tous les sujets, mais je crois que vous avez pu recueillir un certain nombre de conseils opérationnels pour compléter votre pension. Il faut évidemment penser à épargner jeune, c'est un peu la question, mais d'ajuster aussi votre stratégie en fonction de votre situation personnelle. Et puis, comme l'a dit aussi notre notaire, aussi en fonction de vos feelings et des choses que vous aimez, parce qu'il y a aussi, il y a certes des épargnes de précaution à mettre en place, mais il y a aussi après des coups de cœur, il y a des supports vers lesquels vous allez plus naturellement tenter d'investir. En tout cas, merci à tous. C'était important qu'on puisse échanger sur ce sujet qui préoccupe beaucoup d'indépendants, beaucoup de freelance. Et le LAP est là pour parler de ces sujets et de vous donner de l'information, du concret. Vous aurez la possibilité de récupérer et de recevoir cette présentation, le lien en direct, donc en replay qui sera disponible, et puis le support naturellement. Merci à tous, très bonne journée et à très vite dans le LAP.